Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre. Bonjour Myriam. Bonjour Katarzyna. Bon, mais je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce premier webinaire de l'année, en fait, puisque voilà, en 2024, on a fait pas mal de webinaires tout au long de l'année et on a décidé de relancer la machine en 2025, puisqu'il y a encore plein de sujets à aborder dans le cadre de la vie des organismes de formation certificateurs ou organismes certificateurs tout court. Et donc, je te remercie grandement de nous avoir rejoints aujourd'hui, puisque je vais te laisser te présenter et puis je vais expliquer à nos participants pourquoi ta présence est très intéressante pour le webinaire du jour. Ok, bien sûr. Alors bonjour à tous, je suis Myriam Morin de Cointet. Je suis responsable pédagogique de l'école ENCP, qui est une école donc qui forme principalement au fitness, qui dédie son activité à 50% sur de la FI, donc formation initiale, et à 50% sur de la FC. Voilà, on est principalement orienté sur tout ce qui va tourner autour du sport, de la remise en forme, du fitness, voilà, des activités de bien-être, voilà, du pilate, on en parlera tout à l'heure, de voilà, toutes les compétences requises pour encadrer des personnes en sécurité. Exactement. Et donc, en tant qu'organisme certificateur, hein, maintenant, doublement certificateur depuis quelques mois, donc le NCP a fait enregistrer 2 certifications ORS. L'une en animation, je vais te laisser en parler, hein, parce que Eh bien, on est super fiers d'avoir validé effectivement avec les services de Catagena les 2 premières. Donc ORS, la première étant animer une séance de pilates. Parce qu'il y aura plusieurs autres organismes qui le font déjà, donc il faut se différencier. Et piloter et faire performer une salle de sport pour ouvrir un petit peu sur d'autres catégories. L'intérêt, bien sûr, pour nous, de toucher d'autres catégories de profils clients qui sont pour nous principalement des apprentis de base, des apprentis et des stagiaires région pour de la formation initiale. Là, ça nous ouvre complètement sur l'extérieur. On est sur un axe de progression de notre établissement, à la fois en taille et à la fois en panel d'activités. Donc, on est super fiers. Puis maintenant, on est piqué. Donc, on se lance sur le RS3. voilà, donc l'aventure continue, hein, voilà, on y est. C'est ça. C'est Et ça. donc l'objectif du webinaire du jour, c'est aussi de vous partager l'expérience de Myriam, de l'ENCP, et de partager avec vous les bons réflexes et les erreurs à éviter si vous-même vous êtes à l'aube d'une démarche de demande d'enregistrement ORS ou si vous êtes en plein dedans, ou peut-être aussi si vous êtes en renouvellement, parce que ça peut vous servir également dans ce cas-là. Et voilà, donc on a réfléchi, on a pensé ce webinaire comme un petit peu un retour d'expérience et une collecte de points clés. Donc on va commencer simplement par euh, présenter ou représenter, parce que je sais qu'il y a des fidèles aussi qui suivent les webinaires, donc pour rappeler ce qu'est une certification et à qui s'adresse cette démarche. Et ensuite, on va surtout s'attarder sur les bons réflexes pour se lancer dans un projet de certification ORS et les erreurs à éviter pour pas malheureusement tomber dans certains pièges qui sont au final assez courants. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le rappel de ce qu'est une certification au sens du RS et à qui s'adresse cette démarche. Vous allez voir que je vais passer assez rapidement sur les slides. Sur demande, je vous transmets le support, donc n'hésitez pas à nous le demander. Donc cette démarche, elle s'adresse aux entreprises, aux centres de formation. C'est les premiers auxquels on pense, les organismes de formation. Mais au final, à tout porteur de projet d'une certification. Et ça, c'est valable pour le RS ou le RNCP. On n'est pas obligé d'être organisme de formation pour être organisme certificateur. En revanche, si on est organisme de certificateur, on va constituer un réseau de partenaires avec des organismes de formation pour pouvoir peut-être déployer la formation qui va préparer à la certification. Un parcours certifiant, c'est tout un ensemble de choses. Donc là encore, je vais passer assez rapidement. C'est avant tout des modalités d'évaluation pertinentes. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'une certification, c'est tout le processus qui va permettre de s'assurer qu'un candidat
je dis bien un candidat, non plus un apprenant, un candidat maîtrise des compétences professionnelles et donc à travers un examen et à travers une évaluation, eh bien, il va pouvoir prouver qu'il maîtrise des compétences professionnelles. Donc, c'est toute une démarche qu'il va falloir démontrer à travers un dossier qui va être présenté à France Compétences pour faire enregistrer sa certification. Je réponds au passage à une petite question. Ce qu'on appelle RS, c'est le répertoire spécifique. Bon, alors, attendez, hop, je crois que je le mentionne après. Bon, j'en reparlerai un petit peu après, Sophie. Je vais revenir sur cette notion de RS et RNCP et je répondrai ainsi à votre question. L'une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi devenir certificateur? Eh bien, un certificateur a un vrai rôle sur le marché du travail. Donc, Myriam, en tant que certificateur, ça y est, vous êtes en plein dedans chez le NCP et puis vous voyez un petit peu comment ça se passe. On a des sollicitations beaucoup plus rapidement que prévu. Hein. Oui, bah après, voilà, ça c'est leur son de la gloire, j'ai envie de dire. Exactement. Il faut se préparer. Voilà. Donc, un certificateur, il est là pour valider des compétences. Donc, à travers la certification qu'il va proposer, il va offrir des vraies garanties, des repères sur le marché du travail qui vont permettre potentiellement à un employeur de se décider plus facilement entre un candidat qui possède une certification et un candidat qui n'en a pas. Voilà, donc c'est un exemple, mais c'est un petit peu l'idée. C'est aussi un acteur qui va gérer et qui va contrôler, notamment déjà les compétences des candidats, mais aussi potentiellement son réseau de partenaires, puisqu'un organisme certificateur peut créer un espèce de microcosme avec des organismes de formation partenaires à qui il va donner l'autorisation, souvent moyennant finance, de dispenser la formation qui prépare à la certification. Mais la contrepartie, c'est qu'il va devoir aussi vérifier que ses partenaires sont bien dans les clous et qu'ils respectent bien les règles qu'il aura établies. Et puis notre certificateur, il va rendre des comptes et puis il va étudier aussi l'impact de sa certification sur le marché du travail pour, à terme, pouvoir la renouveler, puisque une certification n'est enregistrée que pour un temps limité au sein de l'un des deux répertoires, donc soit le RS, répertoire spécifique, soit le RNCP, répertoire national des certifications professionnelles. Là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le RS parce que c'est le sujet du jour. Et enfin, l'opportunité, quand on devient certificateur, eh bien, c'est que on va octroyer une vraie reconnaissance pour le métier ou les compétences. Bon, là, vu qu'on parle du RS, on sera surtout sur les compétences. On va donc donner une vraie reconnaissance à des compétences sur le marché du travail et donc un avantage concurrentiel. Et c'est aussi un moyen de rendre accessible la formation qui prépare à la certification à des financements, notamment le CPF. Donc concrètement, Myriam, les personnes qui sollicitent aujourd'hui le NCP pour passer la certification d'animation d'une séance de Pilates, par exemple, peuvent financer la formation via le CPF. Entre autres, parce que évidemment, ce n'est pas le seul mode de financement. Voilà. C'est ça. On avait effectivement déjà mis des formations en place, mais c'était pas à travers des réseaux que j'attends. Voilà, on est sollicité parce que les gens, à partir du moment où... Ah, un petit souci technique. Myriam nous a quittés. Il va falloir qu'elle se reconnecte du coup. Visiblement, une petite coupure réseau. Alors, hop, ouais. Bon, le temps que Myriam revienne, je vais continuer. C'est pas grave, c'est les aléas du direct, j'ai envie de dire. Alors, Clara, ma collaboratrice qui est en ligne également, en cas, je te fais un petit clin d'œil, Clara, si tu peux simplement peut-être voir directement avec Myriam pour l'aider à se reconnecter. Voilà, donc abordons à présent les erreurs à éviter quand on se lance dans un projet de certification. Alors, j'en profite aussi pour vous rappeler, vous avez un système de chat à droite de votre écran. Si vous souhaitez poser des questions au fur et à mesure, surtout n'hésitez pas, je tenterai d'y répondre à mesure qu'elles apparaissent.
Quand on monte le dossier, donc petit rappel sur le montage du dossier, vous avez un ensemble de, alors j'aime pas trop utiliser ce terme, mais de livrables, un ensemble de pièces en fait à constituer pour démontrer à France Compétences que votre projet de certification est solide. Dans le cadre du répertoire spécifique, qui est donc l'un des 2 répertoires, on va vous demander notamment un référentiel de compétences et d'évaluation. Après, on va le reprendre. On va vous demander une note d'opportunité. On va vous demander alors quelque chose que moi je désigne par procédure d'assurance qualité. Ça peut porter d'autres noms, règlement d'évaluation, règlement de certification, mais en tout cas l'idée c'est ça. Et puis tout un ensemble de justificatifs, comment dire, administratifs au final à rajouter aux pièces du dossier. Et dans le cadre de la note d'opportunité, on va vous demander aussi de démontrer la valeur d'usage. Donc, hop, on va garder ça dans un coin de notre tête et puis on le réabordera un petit peu plus tard. Donc, ceci étant dit, voilà, l'une des premières confusions, surtout à ne pas faire quand on monte ce dossier-là, c'est de confondre formation et certification. Une certification n'est pas une formation. Et ça, c'est assez difficile quand on est organisme de formation de décorréler la formation. Myriam, on t'a retrouvé. C'est bon, tu nous entends? Désolée. Oui, j'ai jamais... Moi, je vous entendais. Ah bon, super. Bon, voilà, donc tu n'as pas perdu le fil de l'histoire. Donc voilà, je disais que l'un des pièges dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de confondre certification et formation. Et donc, quand on est organisme de formation, c'est normal, on raisonne formation et on a des espèces de réflexes qui viennent de vouloir démontrer aussi la pertinence et le sérieux du programme de formation. Et c'est le genre de pièces qu'on a envie de fournir au dossier. Or, ce n'est pas du tout ce qui est demandé. Pour autant, l'instructeur qui va analyser votre dossier va pouvoir examiner, notamment à travers votre site internet, la teneur de la formation pour bien vérifier qu'elle prépare à la certification. Donc en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la formation, c'est le parcours qui va permettre de préparer l'examen final, les évaluations. Et l'examen final, les évaluations, c'est la certification. Et c'est ça qui va être construit à travers le dossier. Myriam, de mémoire, au départ, c'était quelque chose, voilà, il y avait un coup à prendre. Oui, sur ce complètement, c'est un mindset. C'est un mindset différent. Et nous, en tant qu'OF, on pense formation avant tout et on veut montrer la qualité de sa formation. Et là, en fait, on part du bout. On part du bout des compétences à acquérir. On décline un référentiel, on décline des critères pour la grille d'évaluation. On fait un parcours un petit peu comme ça, depuis la fin jusqu'au début. Et je trouve que finalement, c'est assez structurant aussi comme façon de penser pour un OF et pour pouvoir décliner des objectifs par séquence. C'est très structurant en fait. Mais c'est une démarche à enclencher dès le début. Voilà. De ce que j'observe, moi, de tous les organismes que j'ai pu accompagner, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a vraiment ce moment de oups, faut transposer la pensée puis se dire non, en fait, il ne faut plus que je raisonne formation, mais il faut que je raisonne évaluation d'acquisition des compétences. Donc c'est un peu comme si on partait des objectifs d'acquisition, comme l'indique notamment Calliope dans l'un de ses indicateurs, pour pouvoir ensuite structurer la formation. Donc là, pour ceux qui se poseraient la question de la différence entre RNCP et RS, ce sont donc les 2 répertoires de France Compétences. La différence majeure, c'est que les RNCP enregistrent des métiers. Par exemple, coach sportif est un métier, alors que le RS va certifier des compétences, par exemple, animer une séance de pilates ou piloter une salle de sport. Ça, c'est de la compétence qui est complémentaire au métier, entre autres, de coach sportif. Voilà, pour la différence majeure. Et donc, quand on se lance dans une certification ORS, il y a 6 critères à respecter. Pour le RNCP, il y en a 9. Là, sur le RS, il y en a 6. Et en fait, au final, l'une des erreurs dans laquelle il ne faut surtout pas tomber, c'est d'ignorer ces critères. Il faut vraiment partir de ces critères pour comprendre aussi ce que demande, finalement, quelles sont les exigences de France Compétences. Première exigence, l'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail. Donc concrètement, il va falloir démontrer à France Compétences que le projet que l'on propose répond bien aux besoins du marché du travail. Comment est-ce qu'on va faire?
eh bien, on va pouvoir, par exemple, faire des enquêtes, faire une analyse de marché, bref, démontrer qu'on allait chercher ces besoins. On va pouvoir aussi regarder les offres d'emploi, qu'est-ce qui est demandé dedans. Enfin, voilà, ce sont des exemples, hein, mais pour vraiment identifier le besoin et démontrer comment on y répond. Je me permets, c'est un gros travail de collecte et l'accompagnement là-dessus, il est vraiment précieux parce que quand on est OF, oui, on a plein de partenaires, on a plein de personnes qui embauchent nos apprenants à l'issue de leur formation. Pour autant, savoir faire des questionnaires, questionner les professionnels, etc., c'est une vraie compétence aussi que personnellement je n'avais pas. Bon, après, Avant l'accompagnement. c'est devenu un réflexe. Mais c'est vrai qu'au C'est ça. départ, on n'est pas forcément partie de cette structure. Pour répondre à votre question, Sophie, le fait qu'il est retiré depuis janvier sur la création d'entreprise, on va être sur du RS, on est bien d'accord. Alors, non seulement, j'allais dire, c'est tout à fait possible, c'est au-delà de ça, c'est qu'il y a déjà des certifications qui sont enregistrées au RS sur la création d'entreprise, alors parfois plus ou moins axées sur des domaines d'activité, sur certaines spécialités, notamment sur de l'entreprise artisanale, par exemple. J'ai pas forcément les numéros en tête, mais si vous voulez, on pourra en discuter en off et je vous donnerai les fiches RS correspondantes. Mais oui, tout à fait, on est tout à fait dans cet esprit-là. On est bien d'accord. Je continue sur mes petits critères d'examen de France Compétences. Le deuxième, c'est la qualité des référentiels. On crée, dans le cadre des fameux documents à fournir à France Compétences, un référentiel de compétences. C'est pas un séquençage pédagogique, c'est pas des modules de formation, c'est vraiment, si je dois traduire, en tant que futur professionnel qui doit avoir ces compétences, la phrase clé, c'est « qu'est-ce que je dois savoir faire ?» Et à partir du moment où on raisonne comme ça, on arrive à décliner une liste, alors chronologique ou pas, parce que c'est pas forcément une histoire de chronologie, quoique. Qu'est-ce que je dois savoir faire? Voilà, donc là aussi, il y a un coup à prendre. Oui. Et la granulosité, je ne sais plus comment on dit, elle est importante à ce moment-là comme le disait Katagena, je sais faire ça, je fais ça. Et c'est aussi un exercice qu'on fait un peu plus en tant qu'OF, mais expliquer à quel moment, quand je le fais, comment je le fais, pour des choses qui peuvent nous paraître très évidente en fait. C'est ça. En fait, quand on est dans le métier, on n'est pas habitué à expliquer comme ça toutes les étapes. Et c'est un bon exercice sur effectivement le référentiel. Ouais, c'est vraiment on zoome ou on dézoome sur une partie du métier. Donc, par exemple, sur l'animation d'une séance de pilates, il va y avoir des phases, mais à côté desquelles on ne pourra pas passer. La première, c'est préparer le contexte dans lequel on va animer, donc notamment préparer le matériel, la salle, etc. Après, va y avoir la structuration de la séance, selon à qui elle s'adresse, par exemple. Et puis après, ça va être aussi observer les participants pour vérifier qu'ils effectuent les bons mouvements sans se faire mal. Enfin, corriger, remédier, etc. Dit comme ça, c'est du bon sens, mais il faut le traduire en compétences. Voilà. Et ces fameuses compétences, elles répondent à un besoin du marché du travail. On en revient toujours au même. Ensuite, il va y avoir un troisième point qui parfois est un petit peu plus flou pour les porteurs de projets, c'est la mise en place de procédures de contrôle. Là, l'idée, c'est vraiment de démontrer à France Compétences que notre processus d'évaluation des compétences, il est hyper cadré. Qui évalue? Donc, quel est mon profil de jury d'examen? Combien de temps ça dure? Est-ce qu'il y a un contrôle d'identité selon la nature de l'examen? La nature de l'examen, est-ce que c'est un oral, un écrit, une mise en situation professionnelle, etc. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un candidat en situation de handicap? Qu'est-ce qui se passe si j'ai un candidat qui cherche à tricher? Enfin, vous voyez, donc tout ça, ça doit être anticipé, écrit. C'est un peu... ça ne plaît pas trop, en général, cette phase du travail-là. Mais en même temps, une fois que c'est fait, on se rend compte qu'on n'a plus qu'à se laisser porter par cette espèce de bible qu'on a écrit de la certification, parce que toutes les règles du jeu sont dedans. Sur la procédure de contrôle, elle est importante aussi parce que ça nous sécurise en tant qu'OF. Maintenant, on sait on est dans une société où les recours vont bon train.
Et bien, ça nous conforte aussi dans les choix qu'on fait de jury, etc. Ou pas, d'ailleurs. Des fois, Katagena dit non, on ne peut pas prendre tel et tel jury parce que si, parce que ça. Mais par rapport aux recours éventuels qu'on a sur les certifications, là, c'est hyper sécurisé pour le coup. Voilà. Bon, et les règles sont faites pour être respectées, oui, d'accord, mais aussi parce qu'elles apportent un certain confort. Et ça permet de répondre à toutes les questions, parce que la vie d'un organisme fait qu'il y a des nouvelles recrues, il y a des départs, enfin voilà. Donc, et là, il y a une certaine constance qui est offerte et qui permet à tout le monde de s'accorder sur comment est-ce qu'on fait pour organiser la certification, puisque tout est anticipé. Nous, on l'appelle la Bible du Pilate maintenant. Ben voilà, la Bible du Pilate, la Bible du pilotage de salle de sport. Bon, bientôt la troisième, mais suspense, pour l'instant, on n'en parle pas. On en parlera si elle est enregistrée. Voilà. On fait tout pour. Je réponds aux petites questions. Donc, ah oui, par rapport à la question donc, du retrait. En fait, jusqu'à présent, il y avait la possibilité pour les personnes qui souhaitaient se lancer dans un accompagnement, une formation à la création d'entreprise, de pouvoir passer par un organisme qui lui-même utilise un code RS qui est ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'être certificateur de posséder une certification finalement pour pouvoir utiliser ce code RS. Les financements se tarissant et voilà, pour toutes les raisons conjoncturelles, voire enfin, peut-être parler même de structurelles, hein, à l'heure qu'il est, il y a pas mal de choses qui sont revues à la baisse et donc notamment la prise en charge, enfin l'ouverture de ce code RS qui permet parfois malheureusement un peu des abus au niveau des financements. De ce fait, la création d'entreprise ne sera plus aussi libre et donc si je résume, je vais à l'essentiel et pour répondre à la question, très prochainement, il ne sera plus possible. Je ne sais pas si ce n'est pas déjà le cas, d'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Il ne sera plus possible, sans être certificateur ou partenaire habilité d'un certificateur sur une certification à la création d'entreprise, de pouvoir faire bénéficier à ses apprenants librement du CPF. C'est déjà le cas. Voilà, merci Sophie. Voilà, comme ça au moins, c'est... en même temps, on est le 30 janvier, donc oui, voilà, c'est déjà le cas. Donc voilà, pour répondre à la question. Je poursuis avec les trois autres indicateurs, les trois autres critères, exigés par France Compétences. Donc le quatrième, c'est la prise en compte des contraintes légales et réglementaires. Alors là, ça dépend de ce qu'on fait enregistrer comme certification, parce qu'il y a des compétences qui sont rattachées à des métiers qui eux-mêmes sont légalement, réglementairement encadrés. Je pense notamment à des professions telles que relatives à la médecine, au juridique, etc. Mais remarquez, dans le cadre du sport, aujourd'hui en France, ne peut exercer une... Myriam nous a encore coupé l'image, elle va revenir. On ne peut pas, par exemple, donc exercer en tant que coach sportif sans être diplômé et sans avoir une carte professionnelle pour pouvoir le faire. Donc, il y a quand même une contrainte légale et réglementaire. Et donc, dans le cadre notamment de la certification de pilotage d'une salle de sport, cette certification ne s'adressant qu'à des professionnels du sport diplômés, on voit qu'il y a une contrainte légale à respecter. Et cette contrainte légale, elle doit être clairement exposée dans le dossier. Voilà. Ce n'est pas le cas pour tous les métiers ou toutes les compétences, mais quand ça l'est, il faut vraiment le mettre en avant. Ensuite, il y a la cohérence des correspondances avec des blocs de compétences RNCP. Donc là, en fait, je pense qu'il va falloir que j'organise un webinaire juste pour ce sujet-là. C'est juste la démonstration, c'est très résumé, la démonstration de l'existence d'une perméabilité entre mon projet RS et des blocs de compétences RNCP déjà enregistrés. Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Quand il y en a, il va falloir qu'on l'explique. Et enfin, les modalités d'association des commissions paritaires nationales. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais lorsque c'est le cas, qu'on a une branche professionnelle, un syndicat, une fédération qui soutient le projet de certification, on va demander, entre autres, à travers un courrier de soutien,
l'appui de ces structures écrit et qui va être fourni au dossier. Ça montre aussi que ces structures qui sont parfaitement au courant de ce qui se passe sur le marché du travail, des éventuelles tensions qui existent et eh bien, vont le mettre en avant dans le dossier. Voilà. Bon, pardon pour l'exposé un peu rébarbatif sur les 6 critères, mais c'est vraiment un point clé. On ne peut pas ignorer les critères si on veut se lancer dans le projet. Ouais, il y a des petits bruits parasites. Je ne sais pas, Myriam, si ça vient de ton côté ou pas, les petits bruits parasites, peut-être juste couper le micro. Ouais, je vais couper mon micro, oui. Voilà. Et évidemment, si tu as besoin d'intervenir, n'hésite pas à rallumer le micro. Comme ça, au moins, ça évite. Voilà, super, merci. Là, je vous ai mis une petite slide simplement pour vous montrer l'ossature du référentiel, le fameux référentiel RS. Ça se présente comme ça, avec 3 colonnes. N'hésitez pas à aller sur le site de France Compétences, aller faire une petite recherche par mots-clés et aller regarder les référentiels. Quand on enregistre en fait une certification, c'est le seul document qui est rendu public et qui permet une grande transparence pour les futurs candidats à la certification, parce que tout est écrit dedans. Les compétences, les modalités d'évaluation et les critères d'évaluation sur lesquels le jury va s'appuyer pour évaluer les candidats. Myriam, est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur la manière dont on a réfléchi, enfin dont vous avez réfléchi, parce que moi je fais que la transcription, les modalités d'évaluation? Est-ce que ça t'a laissé un certain souvenir ou pas? Moi, pourtant, j'ai beaucoup l'habitude de manipuler, on va dire, les modalités d'évaluation. Et là, je les ai trouvées très précises. Vraiment, vraiment. Et comme je disais tout à l'heure, sécurisante. Il y a pas de place au peut-être. Et ça, j'ai vraiment apprécié ça. Et je trouve que pour travailler par ailleurs sur la réforme du BP maintenant, eh bien, sur les modalités, les critères, etc., on essaye de se rapprocher de ce qui est de plus en termes de modalités réelles. Et ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que pour nous, animer une séance de pilates, c'était une séquence de pilates à animer pour de vrai, avec des publics, avec voilà, le jury qui est sur le côté. Et cette volonté de se rapprocher de la vie réelle, je trouve que c'est très pertinent. Sur la question de la modalité. Pareil sur le piloter et faire performer une salle de forme, de sport, c'est une modalité qui est très cohérente aussi, selon moi. Ça vaut le coup de se pencher pour faire cet exercice-là. Voilà. Il aurait été étrange, voire ça aurait été un non-sens de faire un QCM. De toute façon, c'est même pas le sujet, mais on ne peut pas évaluer quelqu'un en train d'animer, dont les compétences seraient d'animer une séance de pilates ou peu importe l'activité, à travers des questions uniquement théoriques. Il faut quand même pouvoir évaluer les choses de manière pratico-pratique. Et c'est pour ça aussi que ça fait partie des choses que France Compétences examine, vérifie, de vérifier si les modalités d'évaluation elles sont cohérentes au regard de la nature même du projet de certification. Je regarde les échanges. Oui, donc je vois que la création d'entreprise suscite des questions. Ah oui, alors l'ACRE, effectivement, c'est un sujet qui est différent. Il y a une réflexion en cours sur le retrait de ce dispositif de la plateforme CPF. Oui, en fait, c'est ce qu'on disait. Alors, vu que là, on est sur un sujet un petit peu parallèle, ce que je vous propose, Amandine, c'est on peut aussi reprendre ce sujet ensemble, parce qu'en fait, on a encore pas mal de slides à voir pour répondre à ces questions. Et n'hésitez pas, si les autres participants, c'est aussi un sujet qui vous intéresse, à ce moment-là, on pourra carrément aussi envisager un webinaire sur le sujet, parce que j'ai l'impression que ça soulève quand même des questions. Voilà, bon, bref, donc je reviens sur mon référentiel. C'est la clé de voûte, d'où la petite illustration, c'est vraiment la clé de voûte du projet de certification. Un référentiel bien construit, c'est la bonne base pour avoir ensuite un projet solide.
Autre point très, très, très important pour du RS. Ne pas tomber dans une erreur fatale qui serait d'éviter un ciblage, il faut éviter, un ciblage imprécis. C'est-à-dire que il y a deux grandes familles, finalement, au RS, on va dire. Il y a des certifications complémentaires à un ou plusieurs métiers et des certifications dites transverses. Là, par exemple, dans le cas de l'ENCP, on est vraiment sur des certifications de compétences qui sont destinées à un public de sportifs au sens coach, prof de sport, enseignant dans le sport. La cible est clairement déterminée. La certification s'adresse à eux et à personne d'autre. Ça veut dire que moi, qui ne suis absolument pas formée ni qualifiée, j'ai pas de diplôme dans le domaine du sport, pourtant j'aime beaucoup ça, je ne peux pas passer cette certification. Alors qu'il y a d'autres certifications qui, elles, sont plus transverses. Je pense notamment à des certifications en management, en gestion d'équipe, en gestion de projet, qui sont potentiellement transverses à plusieurs métiers, qui sont plus liées à une fonction, peut-être plus des fonctions de manager, et donc ça concerne toutes sortes de secteurs d'activité. Donc, vous voyez, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'essayer d'ouvrir par tous les moyens une certification à tout le monde, en se disant, mais comme ça, je vais pouvoir toucher un maximum de monde possible. Oui, mais attention, là, ce serait démontré qu'on n'est pas très précis dans le projet, et qu'en plus, on pourrait faire d'une certification qui a une vocation professionnelle quelque chose qui ressemblerait à du loisir. Et je pense notamment à des certifications sur... je prends toujours le même exemple, je suis vraiment désolée pour ceux qui nous suivent de manière régulière. Je pense à ça parce que c'est vraiment un vrai sujet sur tout ce qui concerne la cuisine, la gastronomie, le cake design. Le cake design, par exemple, ne peut s'adresser, selon comment c'est démontré, mais qu'il y a des personnes qui ont un bagage en pâtisserie, par exemple titulaire d'un CAP pâtissier ou au moins, d'un diplôme dans ce genre. Le fait de ne pas déterminer la cible reviendrait à faire une certification loisir. Et c'est absolument pas le but d'une certification. Voilà, pour ce sujet-là. Oui, je rappelle, le but, c'est de faire CPIfier. Le CPF, c'est bien aussi quelque chose de professionnel, une qualification. Donc, je trouve, c'est normal aussi, quoi. Voilà, il faut donner le cadre et il faut vraiment être très précis là-dessus. Petite question, existe-t-il un guide pratique avec des critères pour cadrer l'évaluation pratique ? Est-ce que je comprends bien la question? Est-ce qu'il existe un guide pour donner des idées en fait sur des modalités d'évaluation qu'on pourrait mettre en place? Alors un guide en tant que tel, je ne crois pas. Il y a des éléments, comment dire? C'est un sujet qui est abordé en tout cas par France Compétences. Mais en tout cas, c'est une excellente idée parce que si tel est le sujet, je peux imaginer effectivement de rédiger un petit guide sur cette thématique. Alors, j'aurais plus envie de dire, pour donner des idées, hein. Il s'agit en aucun cas de dire on fait comme ça ou on fait comme ça, c'est simplement des suggestions. Un référentiel des critères à remplir. Alors là encore, excusez-moi, je suis pas sûre de... voilà, donc dites-moi si, bon pareil, hein, en mode suggestion, si un tel guide pourrait être intéressant. Concernant les critères, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit quand on crée une modalité d'évaluation, c'est qu'il faut, dans la mesure du possible, qu'elle puisse évaluer les compétences telles qu'elles se présentent dans un contexte professionnel. C'est pas toujours possible de faire systématiquement des mises en situation professionnelle. Donc parfois, ça pourra se traduire par exemple par une étude de cas qui sera écrite, dans laquelle le candidat devra décrire ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, à l'aide de quel outil, de quelle parole, de quel geste. Voilà, ça pourra aussi se traduire comme ça. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que des modalités d'évaluation qui se cantonneraient par exemple à des QCM, en fait, ça n'évalue pas des compétences, ça n'évalue que des connaissances. Or, France Compétences, ça ne s'appelle pas France Connaissances. Voilà, bon, je fais un petit clin d'œil, mais c'est important. Donc, dans le cadre de nos formations, nous évaluons par un examen théorique une application pratique. En fait, tout dépend de la dimension de cet examen théorique, parce qu'il peut être effectivement théorique, mais à condition qu'il permette d'évaluer des compétences. Et c'est bien là faire la différence et la nuance entre connaissances et compétences qui est fondamentale, en tout cas dans le cadre d'une certification.
Voilà. Et c'est vrai qu'idéalement, si on peut penser Si je ces peux évaluations... prendre un exemple avec notre... Oui, vas-y, Myriam. Pardon, si je peux prendre un exemple avec notre Pilate, nous, dans notre métier, les prérequis, c'était vraiment que les éducateurs, les STAPS, etc. On a toujours envie dans nos examens, nous, de vérifier les connaissances physio-anates. En Pilates, c'est très important d'avoir des connaissances anatomiques, physiologiques. Pour autant, c'est pas du tout bien perçu pour la certification de faire ou un devoir sur table ou un exercice de connaissance, comme tu le disais. Donc, par contre, c'est beaucoup en action là, avec ses corrections, avec son argumentaire, qui va nous montrer qu'elle connaît ces choses. Mais ce n'est que secondaire. Et zut, la caméra qui s'est encore coupée. Voilà, en fait, ce que veut dire Myriam, du coup, Ah, c'est bon, elle revient. C'est un complément, en fait. C'est ça. Voilà, ça vient un complément. Hop, il y a des apparitions, disparitions. Ça vient en complément et du coup, ça prend tout son sens, ce complément. Donc, c'est très bien ainsi. Ah oui, autre point très, très important, ne pas se lancer dans une certification ORS s'il n'y a pas de valeur d'usage. Alors, traduisons ce terme barbare de valeur d'usage. On doit pouvoir démontrer dans le projet que les compétences que des titulaires ont acquis ont un vrai apport, un vrai impact dans leur contexte professionnel. Donc, ça veut dire que, concrètement, il faut qu'on puisse démontrer qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont acquis ces compétences, donc qui ont été formées, et que ces compétences leur servent. Donc, en tant qu'OF, vous faites ce qu'on appelle une évaluation, enfin des enquêtes satisfaction, je vais y arriver, après la certification. Profitez-en pour leur demander comment est-ce qu'elles utilisent les compétences qu'elles ont acquises et ce qu'elles en font, à quelle fréquence, comment ça se traduit, quel impact ça a eu, par exemple, dans leur vie professionnelle. Est-ce qu'on, je ne sais pas, je donne des exemples comme ça. Est-ce qu'elles ont gagné plus de clients depuis qu'elles ont ces compétences? Est-ce qu'elles ont développé leur chiffre d'affaires? Est-ce que leur activité s'est développée de telle ou telle manière? Encore une fois, hein, je donne des exemples, enfin voilà, c'est pour les idées. Mais c'est de démontrer. Ça veut dire qu'on ne peut pas apporter un dossier sans avoir de valeur d'usage, sans démontrer l'impact de la certification. Je dis ça parce qu'il y a des porteurs de projets qui se lancent en disant bah ça, on verra une fois que la certification elle sera enregistrée. Non, non, il faut le faire avant. Vous aviez une belle valeur d'usage hein, dans le cadre des 2 projets de l'ENCP. Puis je me souviens qu'il y avait la chance. Ouais, vas-y. Pardon, on a eu la chance de pouvoir recontacter les coachs. Nous, en l'occurrence, c'était des coachs ou des, voilà, comme je disais, des bien qui ont pu nous dire, bah, après la formation Pilates, j'ai été en contact avec une autre clientèle qui avait plus peut-être besoin d'une proximité, d'un accompagnement. J'ai développé mon chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur. Ou si c'était un coach dans une salle, ben voilà, on a mis des créneaux supplémentaires. Et c'est vraiment ça, faire la preuve de la pertinence finalement avant que la formation soit déployée en tant que telle, en tant que CPF, quoi, en tant que RS. C'est pour ça que moi, j'avais été très surprise de mettre en œuvre la certification en tant que telle avant qu'on dépose le dossier. Et ça, bah voilà, faut trouver les cobayes, faut trouver, voilà, c'était un petit peu quand même, faut s'organiser. Hein. Oui, mais en même temps, c'était toute cette phase test qui a permis à l'ENCP, bah, et comme tous les porteurs de projets, de dire ça y est, là, on maîtrise notre sujet, on est rodé en fait. On sait convoquer les candidats, on vérifie qu'ils sont à l'heure, on lance les examens, on vérifie, parce que parfois il arrive aussi qu'on imagine un sujet X ou Y, voilà, et puis bon, en fait, les candidats, ils comprennent rien au sujet, donc bah, faut reformuler le sujet, parce que sinon, ça crée des couacs et des lenteurs dans tous les sens. Donc, cette phase test, elle est très intéressante à tous les niveaux. Et puis, il y a les lettres de témoignage aussi.
Les titulaires de ces compétences, ils fournissent des lettres dans lesquelles ils témoignent. Et ça constitue aussi cette valeur d'usage. Et ils vont s'exprimer en disant moi, il m'est arrivé ça, ça et ça, professionnellement parlant, depuis que j'ai acquis les compétences. Donc, c'est très riche. Continuons dans notre petit programme en regardant maintenant les bons réflexes à adopter quand on se lance dans un projet de certification. Myriam, tu es figée, je pense qu'on a à nouveau un petit aléa réseau de ton côté, c'est pas grave, ça va revenir. Donc voilà, ici vous avez le petit récap de ce que j'ai dit au tout début concernant les éléments à fournir au dossier. Donc c'est vraiment la liste de ce qu'on devra retrouver dans le dossier. Alors voilà, c'est vraiment à constituer, à fournir. Donc référentiel de compétences, note d'opportunité, la fameuse valeur d'usage, procédure d'assurance qualité et règlement d'éval, convention de partenariat, le cas échéant, si vous lancez dans un réseau de partenaires. C'est ce que fait le NCP. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, victime de son succès, le NCP est contacté par pas mal d'organismes de formation plus ou moins spécialisés dans le sport pour pouvoir passer un partenariat, pour pouvoir utiliser le code RS de ces certifs, puisque maintenant il y en a 2. Bon, Myriam va revenir, c'est pas grave. Donc, dans le cas du RS, le fil rouge, c'est donc de faire reconnaître des compétences transversales ou complémentaires à un ou plusieurs métiers. Donc, comme on l'a dit, finalement, c'est le pendant de ce qu'on a dit précédemment. Il faut impérativement identifier les cibles. Je traduis. À qui s'adresse mon projet de certification? À quelle catégorie de professionnels? Est-ce que c'est une ou plusieurs catégories très très ciblées ou est-ce que c'est des fonctions plus transverses? Tout dépend de la nature du projet, mais en tout cas, ça doit être clairement défini dès le départ, puisque ça va aussi conditionner les compétences et tout ce qu'on va mettre dans le projet de certification. Parfois, cette cible, elle peut être révélée aussi par toutes les recherches qu'on aura fait en amont et pour constituer la note d'opportunité. Souvent, on me pose la question dans quel ordre on constitue les pièces du dossier. Moi, j'aime bien commencer par le référentiel, mais en même temps, il est souvent très juste de commencer par la note d'opportunité. Et en même temps, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de règles en la matière. Ça dépend peut-être aussi de là où vous en êtes de votre projet de certification. La note d'opportunité, c'est un travail d'enquête. Donc là, on devient reporter et on travaille sur la recherche de tous les éléments de preuve qui vont démontrer que notre projet a un réel intérêt économique, social, pour le marché du travail français. Et quand je dis un travail d'enquête, c'est là, il va falloir vraiment que vous réunissiez un maximum de sources, de données. Il faut que ce soit illustré, quantifié et que ça sorte de sources fiables. Donc, on ne peut pas donner des éléments comme ça au doigt mouillé en se disant ça devrait évoluer. Non, il faut soit des retours d'observatoire, soit une étude de marché, soit que vous ayez fait une enquête sur le terrain et que vous récoltiez des données pour pouvoir le prouver. Voilà, ça c'est hyper important. N'hésitez pas aussi à aller analyser des offres d'emploi. Parce que souvent, dans les offres d'emploi, quand on décortique, on se rend compte qu'il y a souvent certaines compétences qui reviennent. Voilà, ça c'est un bon élément aussi. Je vois, Myriam, que tu as changé d'environnement à la recherche d'un réseau certainement plus stable. On parlait de la note d'opportunité et du travail d'enquête qu'il fallait mener. Voilà, donc ça c'est vraiment il y a un gros travail de récolte de données, et puis parfois, il faut les créer. Enfin, il faut les créer. Quand je les crée, il faut en être à l'origine de ces données. Voilà. Le référentiel de compétences. Ah, j'ai une petite question qui apparaît. Oui, tout à fait, Sandrine. Vous avez tout à fait raison. La grande bibliothèque peut servir. Donc, le lien qu'a communiqué Sandrine est un lien qui porte très bien son nom, d'ailleurs, bibliothèque, parce que ça permet d'aller recenser toutes sortes de
alors de sites internet, mais pas que, qui peuvent permettre d'apporter des réponses pour nourrir une note d'opportunité. Très très bonne source. Le référentiel, comme on l'a dit tout à l'heure, doit être très précis. Ce qu'on appelle une compétence, en fait, c'est un peu une combinaison alors avant tout de savoir-faire, mais c'est aussi, on va injecter dans de la compétence, dans quelque chose que je sais faire, des savoirs, du savoir comportemental et aussi du savoir agir. D'ailleurs, alors c'est dans l'un des documents fournis par France Compétences, il est clairement écrit: l'écriture en compétences répond à la nécessité d'adopter un langage commun partagé par tous les acteurs concourant au développement des compétences, des organismes de formation jusqu'au monde de l'entreprise. L'écriture en compétences n'est pas normée. Elle peut être décrite de différentes manières. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment utiliser un langage commun qui sera accessible à tout le monde. La manière, finalement, la plus à la fois commune et la plus simple, même si c'est un coup à prendre pour rédiger une compétence, c'est de s'appuyer sur cette petite syntaxe. Donc, une compétence est introduite par un verbe d'action à l'infinitif. Ensuite, on a le quoi, le sujet de l'action, le pourquoi ou la finalité, et éventuellement le comment, par quel moyen. Et on peut, moi, par exemple, voilà, ça c'est purement personnel, j'ai tendance systématiquement à inverser le comment et le pourquoi. Donc, ça va donner, par exemple, créer les conditions de déroulement d'une séance de pilates en réunissant le matériel, en s'assurant de l'éclairage, de la température, bon là je dis ça comme ça, hein, afin de garantir les conditions de sécurité et de déroulement de la séance. Bon, je restitue ça un peu vite fait, mais en tout cas c'est l'idée, hein, voilà, de l'écriture en compétences. Ça avait été aussi un bon souvenir, ça, la rédaction en compétences, la syntaxe, c'est pareil, c'est comme tout le reste en fait, hein, c'est vraiment un coup à prendre. Hein. Voilà, donc c'est. Oui, je trouvais que je l'ai fait la remarque plusieurs fois à Cartagena. Moi, j'ai l'habitude d'écrire pour les DRAGES, pour écrire pour l'État, pour les régions, pour les offres, les appels d'offres, etc. Et c'est pas la même sémantique en fait. C'est pas voilà, c'est le souci du détail, le souci du mot. C'est au mot près en fait. Et ça, c'est presque de la dentelle quoi. Donc c'est très intéressant à faire, je trouve, quand on est ingénieur de formation ou qu'on est responsable pédagogique. Et voilà, c'est une sémantique et un vocabulaire particulier, je trouve. La langue française étant très riche, parfois on se dit oui, mais entre concevoir et créer, c'est la même chose. Et non, pas toujours, parce que selon le contexte, il y a une petite nuance, il y a un petit truc derrière. Ce travail-là, il faut absolument le conduire avec un expert métier, avec quelqu'un qui exploite ses compétences dans le quotidien professionnel, parce que il n'y a que les experts métiers qui sauront dire oui, mais là, ça, on le fait de telle manière, mais parfois, on le fait de telle autre manière. Et nous, tout ingé en certification qu'on soit, parfois, on n'a pas ces subtilités, tout simplement parce qu'on n'a pas l'expertise métier. Donc, ça ne peut pas être un travail isolé, on ne peut pas faire ça chacun dans son coin. Il y a vraiment cette conception-là, elle se fait main dans la main pour vraiment avoir quelque chose de très fin dans l'expression des compétences. Bon, allez, j'avance parce que du coup, il reste encore... bon, ça va, on est bien par rapport au timing, pardon. Les modalités d'évaluation, on l'a déjà dit tout à l'heure, attention aux modalités d'évaluation. On est vraiment dans des évaluations certificatives qui se différencient des évaluations formatives, quoique, de plus en plus, moi je vois les porteurs de projets qui adaptent leurs évaluations formatives pour leur faire prendre un format plus certificatif, simplement pour préparer les apprenants qui sont des futurs candidats aux évaluations et pour qu'ils soient vraiment bien préparés aux examens certificatifs. L'idée, c'est quand on est dans de l'évaluation formative, c'est qu'on va voir les progrès de l'apprenant au fur et à mesure, on va le corriger, on va revenir sur ce qu'il a appris et ce qu'il aurait éventuellement mal compris pour faire des réajustements, etc. L'évaluation certificative, c'est un peu comme j'allais dire, c'est un peu comme le bac, mais alors, il y a 20 ans,
même un petit peu plus, de mon temps, quand on passait le bac. Eh bien, toute l'année de terminale, on apprenait plein de choses, c'était super. Et puis le jour où on passait le bac, l'examen, malheureusement, même si on avait été bon élève toute l'année, si on se ratait, il fallait recommencer. Voilà. Et là, on est un petit peu dans ce cas de figure. Hein. Les évaluations certificatives, c'est un peu c'est l'évaluation finale, quoi. C'est la sanction finale. Donc, voilà, on peut prévoir des modalités de rattrapage ou pas, mais en tout cas, c'est en ce sens qu'elle se différencie des évaluations formatives. Hop, je poursuis. Voilà. Concernant les critères d'évaluation, alors, France Compétences nous dit les critères d'évaluation doivent être même suffisamment précis pour permettre l'harmonisation des pratiques d'évaluation et ça, c'est très important, l'objectivation des décisions découlant de l'évaluation. Donc, quand on a des critères d'évaluation qui sont le candidat fait un travail efficace, bon, je prends un extrême, hein. En fait, ça veut rien dire parce que efficace, c'est pas la même interprétation d'un jury à l'autre. C'est en fait, voilà, c'est un non-sens. Donc, on pense comme les qualiticiens, hein, on pense indicateurs, on pense critères vérifiables, mesurables, observables, pour que ce soit tout simplement plus simple à évaluer. Ça aussi, hein, je sais que c'est souvent les pros nous disent oui, mais on le voit nous si le candidat il est bon ou il n'est pas bon. Ben oui, mais vous le voyez à quoi? Ah oui, et donc c'est là où on va pouvoir affiner les critères. Nous, c'était par exemple, si je peux prendre un exemple, il anime le cours de façon efficace. Non, qu'est-ce qu'il fait pour animer? Alors, ok, donc on décortique. Alors, il a la voix qui est assez forte. Il met de la modulation dans. Fichu réseau. Mais c'est exactement ça, Myriam. Donc, c'est exactement ça. C'est traduire, en fait, une séance de Pilates bien animée, qu'est-ce que c'est? Et là, on parle vraiment d'animation. Hein, c'est vraiment... ça se traduit par quoi? Donc, il nous faut des éléments concrets. Donc, effectivement, la clarté des propos pour bien faire comprendre le geste ou le ressenti au niveau du muscle, par exemple. Ça va être aussi, on va vérifier que le candidat, il observe, il va corriger, par exemple, une posture qui est pas bien faite, etc., etc. Voilà. Donc, il faut vraiment traduire oui, j'ai envie de dire en indicateur, ces critères. Alors après, il ne faut pas non plus tomber dans des extrêmes où on va faire des listes à rallonge de critères parce que c'est pas le but non plus. Mais en tout cas, il faut au maximum qu'on soit dans quelque chose d'objectif et non pas de subjectif. Voilà, la subjectivité n'a pas sa place dans les critères d'évaluation. J'en profite au passage. Alors ça, je l'ai pas abordé dans les petites slides, mais je vais juste le rajouter. Les jurys d'examen. Les jurys d'évaluation, dans le cadre d'une certification, un formateur ne peut pas évaluer les candidats parce qu'on pourrait considérer qu'il est juge et partie des évaluations. Donc, encore une fois, on a dit qu'une formation n'est pas une certification, ce sont deux aspects décorrélés. Donc, veillez bien aussi à préciser les profils des membres de votre jury pour que déjà ils aient les compétences pour évaluer un candidat. Donc eux-mêmes, ce sont finalement des experts métiers, des experts de la compétence en question, et qui vont pouvoir, avec tout le recul qu'ils ont, et sur la base des critères d'évaluation objectifs, dire si oui ou non le candidat maîtrise ou pas telle et telle compétence du référentiel. Ça, c'est aussi un aspect important. Comment ça se passe, Myriam, chez vous, la mobilisation des jurys d'examen? Bon, on ne saura pas. Décidément, ça ne veut pas. En tout cas, voilà, c'est vraiment une organisation à anticiper au maximum parce que cette organisation, il va aussi falloir la démontrer notamment dans la procédure d'assurance qualité qui accompagne le dossier.
Donc pour répondre aux petites questions, oui, alors le replay bien sûr, enfin on va voir, mais a priori on va le mettre en ligne et puis évidemment le support. Alors n'hésitez pas à nous solliciter, hein, si vous recevez pas systématiquement le support pour qu'on vous le transmette. Merci pour les retours, voilà, entre les personnes qui nous font des retours très chaleureux. Merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas, pour les personnes qui sont là aujourd'hui en ligne et puis pour celles et ceux qui rattraperont via un replay, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on apporte des précisions ou qu'on aborde vraiment lors d'un webinaire, et il y a aussi un nouveau format qu'on va proposer à travers des ateliers pratiques de mise en situation. Donc là, si vous êtes porteur de projet ou déjà certificateur et que vous voulez améliorer certaines pratiques, eh bien là, ce sera l'occasion à travers des ateliers voilà, de mettre le pied à l'étrier, de travailler ensemble, pourquoi pas sur vos référentiels, sur votre note d'opportunité, d'échanger sur les bonnes pratiques, pourquoi pas aussi de bénéficier de certaines petites corrections en live. Donc tous ces sujets-là, si vous voulez les voir abordés parce que vous avez un sujet ou une difficulté particulière que vous aimeriez que l'on examine ensemble, n'hésitez pas à nous en faire part parce que c'est sur vos retours qu'on se base pour construire tout ça. Voilà, écoutez, on est bien dans les temps. Voilà, on a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, on finit bien dans les temps. Je vous remercie beaucoup. Attention, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez aussi un petit QR code à l'écran si vous souhaitez recevoir notre newsletter. Et comme d'habitude, nous sommes à votre disposition pour toute question. Myriam, j'étais en train d'annoncer le mot de la fin. Merci beaucoup pour ta présence. Je suis vraiment navrée pour les soucis techniques et le réseau qui visiblement t'a fait disparaître parfois. Mais vraiment, merci pour ton expérience, en fait, ton retour d'expérience de certificateur. Je ne sais pas si tu nous entends, Myriam. Bon, voilà. Merci, à très bientôt. Et voilà, n'hésitez pas par message ou autre à nous contacter. Bonne journée.